Oubliez tout ce que vous savez sur les manuels d'histoire. Ce n'est pas un exercice. C'est le genre de minute qui ne devrait jamais arriver. Le moment où la géopolitique bascule de la négociation à la ligne rouge. Et tout ça, à cause d'une seule chose, une erreur de cible. Accrochez-vous. On est le 5 novembre 2025. Puerto Cabello, Venezuela. Il est 4h36 du matin. Le genre d'heure où le monde dort, sauf ceux qui sont sur le fil du rasoir. Mission sous silence radio. Narrateur. 4 patrouilleurs de la marine vénézuélienne quittent le port. Silencieux. Absolument pas de radio. Leur joujou? Des mitrailleuses lourdes de 12,7 mm et ces vieux lance-roquettes 73 même de l'ère soviétique. Leurs ordres sont clairs, nets et précis, intercepter le navire de guerre américain. Les Américains sont, soi-disant, entrés en eau bolivarienne. Caracas veut de la preuve pour les médias d'État. Ils veulent faire plier l'oncle Sam. Sauf que, là, le scénario est déjà cassé. L'info qu'ils ont, c'est de l'histoire ancienne. Leur cible n'est pas un simple destroyer solitaire. Elle n'est pas seule. Elle est l'apocalypse flottante. Leak est la réalité. Narrateur. De l'autre côté, le USS Dwight D. Eisenhower. Surnom, Leak. 100 tonnes d'acier. Une base aérienne flottante avec un strike group complet. 6 autres navires de guerre. Une vraie forteresse mobile. Et à 5h21, leurs opérateurs radars, tranquilles, captent des échos. Faibles. Rapides. Non coordonnés. C'est pas du trafic commercial. C'est le signal d'alarme. Voix CIC écho radio. Pont de combat. 4 contacts surface. 27 miles. Rapprochement rapide. Narrateur. Le capitaine de Leak ne tourne pas autour du pot. Sa réponse? Foudroyante. Reçu. Allons-y. On les allume. En quelques secondes, 2 destroyers, le USS Gravely et le USS Mason, se calent. Position défensive. Un coin blindé devant le porte-avions. Le dispositif d'escorte se verrouille. Les tourelles du système Phalanx s'y pivotent. Prêtes. Chaque marin à bord sait ce que cette formation veut dire. Approche hostile possible. L'heure de la confrontation. Narrateur. Le patrouilleur vénézuélien, le Niigata 23, pousse ses moteurs à plus de 40 textes-nœuds. Le capitaine pense qu'il chasse un destroyer. Son technicien radar ne capte même pas la signature gigantesque qui se cache juste derrière. Leak. À 5h48, il craque. Il brise le silence radio. C'est la première erreur irréversible. Voix radio vénézuélienne saturée, agressive. Vous entrez en eau bolivarienne. Changez de cap immédiatement. Narrateur. Silence total. Juste le souffle de l'océan dans la radio américaine. 3 minutes plus tard, ils sont à portée visuelle. Et là, l'onde de choc frappe l'équipage du Niigata 23. Leurs yeux ne voient pas un destroyer. Ils fixent un porte-avions américain. Une bête de guerre nucléaire, soutenue par un groupe d'attaque complet, et qui a déjà un verrouillage de cible sur eux. La réalité s'abat. Narrateur. Ces Vénézuéliens n'ont pas juste croisé un navire. Ils ont foncé tête baissée dans le dispositif naval le plus meurtrier de la planète, un Carrier Strike Group. Au centre, le Dwight D. Eisenhower. Propulsé par le nucléaire. 2 hectares de pont blindé. Près de 70 avions. Pour son équipage, c'est une ville flottante. Pour quiconque est assez stupide pour la défier, c'est la tempête de l'enfer en acier. Autour d'elle, les destroyers furtifs, le Gravely et le Mason, avec plus de 90 cellules de lancement vertical. Tomahawk, 6 Sparrow, le tout prêt à dégoupiller. Au-dessus, des hélicoptères MH-60 Seahawk qui balaient l'océan, les sonars en mode ping, les caméras infrarouges qui tracent la moindre vague suspecte. Le centre de combat américain, le CIC, est une ruche. Tout est fusionné, radar, sonar, satellite. Une seule image, la taille de l'océan. Narrateur. Quand ces 4 points sont apparus, tout le strike group les a vus. En simultané. Le système les a tagués, Skunk Alpha 1 à 4. Contact de surface inconnu. Vitesse. L'ordre tombe, glaçant, maintenez le cap, n'engagez pas, sauf en cas de tir. C'est la règle d'or de l'US Navy, on ne cligne pas des yeux en premier. On vous laisse venir.
On vous laisse réaliser à quel point votre erreur est colossale. Et là, 4 capitaines vénézuéliens sont sur le point d'encaisser cette leçon de la manière la plus brutale possible. Accélération du danger. Il est 5h52. Le cœur de l'action est dans le CIC du Gravely. Un radariste se penche. Il vient de capter le signal qu'aucun officier ne veut entendre. Voix radariste, calme mais urgent. Contact accélère, cap maintenu. Il ne change pas de trajectoire. Cette seule phrase. Une ligne anodine qui vient de transformer le centre de combat en circuit sous tension. Sur l'écran, les 4 petits blips filent droit. Ils sont à 22 textes miles. Ces gars-là ne se comportent pas comme des contrebandiers qui veulent éviter la détection. Ils foncent tête baissée. Et ça, c'est la marque d'une mission. Le capitaine du Gravely prend la décision. Diffusion immédiate sur le canal d'urgence maritime. Dernière chance. Le message est froid. Voix radio américaine, automatisée, autoritaire. Navire vénézuélien non identifié. Ici bâtiment de guerre de l'US Navy. Vous opérez en eaux internationales. Changez de cap immédiatement. Stratégie d'attaque. Rien. Pas de réponse. Au lieu de ça, la formation vénézuélienne fait le split. 2 bateaux rasent les vagues. 2 autres s'écartent. Ils dessinent une manœuvre en tenaille. Ce n'est pas de la navigation aléatoire. C'est de l'entraînement. C'est du pro. Pendant ce temps, sur le pont d'envol de Lick, l'équipage s'active. Un autre MH-60R Romeo s'envole. Mission, avoir les yeux sur la cible. En 2 minutes, le rotor lacère l'air moite des Caraïbes. Le pilote monte à 500 textes-pieds. Voix pilote, cliquetis de radio. Capteurs enclenchés. Contact visuel. 4 patrouilleurs rapides, 45 textes-pieds, gris marine, drapeau vénézuélien. Armes montées à l'avant. La vidéo s'affiche, nette et claire, sur tous les écrans du groupe d'attaque. On voit les sillages blancs déchirer l'eau, fonçant droit sur le porte-avions. Le faux destructeur. 6h01, le bateau de tête vénézuélien, le Niigata 23, se cale sur un écho-radar précis, Echo 2. Selon leur fiche de renseignement, Echo 2 est un destroyer américain isolé. Le scénario parfait pour une course d'avertissement. Le plan ? Frôler le destroyer, tirer quelques rafales dans l'eau, filmer l'affrontement et envoyer les images en direct aux médias. Caracas veut montrer les muscles. Sauf que leur donner à 48 textes-heures de retard. Echo 2 n'est plus seul. Le strike group a bougé pendant la nuit. L'Echo qu'il chasse, ce n'est pas un destroyer. C'est l'USS Dwight D. Eisenhower, le fleuron lui-même. Depuis la passerelle du Niigata 23, la silhouette qui perce l'horizon a quelque chose d'anormal. Trop large. Trop plat. Trop haut. La signature radar sature l'écran. Le capitaine hésite. Il pense voir 2 navires collés. Et puis, il voit les lumières. La structure de la tour de contrôle. Le doute s'écrase. Il fixe un porte-avions. Verte-rouge, le coup de semonce. Narrateur. À ce moment précis, tout le strike group US est en alerte maximale. Le Gravely et le Mason forment un mur d'acier. Les hélicoptères sont les yeux du ciel. Dans le CIC de Lick, chaque capteur est verrouillé sur la petite formation vénézuélienne. Et puis, l'impensable. Les Vénézuéliens, toujours enfermés dans leur mission, ouvrent le feu. 2 courtes rafales dans l'eau. Pas pour toucher. Juste pour la caméra. Juste pour le show. Mais face à un porte-avions en état d'alerte, un éclair de bouche, ce n'est jamais un show. C'est une menace. Immédiate. Le radar de conduite de tir du Gravely s'est verrouillé instantanément. Les bateaux vénézuéliens se retrouvent soudain illuminés par de multiples systèmes d'armes. Des alarmes hurlent dans leurs cabines. Des tonalités de logs de missiles qu'ils n'ont jamais entendues. En moins d'1 minute, la vérité les frappe. Ils n'ont pas effrayé un navire. Ils ont menacé un strike group nucléaire qui a des armes réelles en mode pré-accent grave tiré. Voix commandant vénézuélien, panique, souffle coupé. Cessez l'approche. Cessez l'approche. Dégagez. Mais c'était trop tard pour les mots calmes. La réponse américaine est déjà enclenchée. Le compte à rebours est lancé. 6h03, le centre de direction de combat du porte-avions passe au rouge. Pas de sirènes hystériques. Juste une voix, calme, professionnelle,
qui déchire le silence. Voix CIC, froide, déterminée. Condition 1. Autorisation de tir accordée pour légitime défense. Astérisque sur le destroyer Gravely, les marins sont collés au canon 5 Text Inch. La tourelle Phalanx Seawiz 4500 obus par minute tourne. Elle traque les bateaux. Un seul interrupteur et les Caraïbes vont s'embraser comme un feu d'artifice. Au-dessus, le Seahawk descend à 200 pieds. L'opérateur capteur voit tout. Les hommes sur le Niigata 23. Bandana, casque, les doigts crispés sur les gâchettes. Et puis, un son dans le casque du pilote. Le radar de conduite de tir vénézuélien vient de se verrouiller sur le Gravely. Le dernier déclencheur. Voix pilote, urgente. Pont, on est illuminé. On est peint. Le temps s'étire. Les règles d'engagement de l'US Navy sont claires. Ne pas commencer la bagarre, mais la finir vite si elle éclate. Une minute de tension pure. Chaque tireur, chaque opérateur attend. Les Vénézuéliens ralentissent. À peine. Et puis, un des patrouilleurs accélère. 45 DS. Droit vers la proue du Gravely. Contre-mesure en stand-by. Les lanceurs de leurs armes. Les désignateurs laser chauffent. Une seule erreur, une rafale trop courte, et c'est la feinte en quelques secondes. Le capitaine du Gravely garde la main immobile. Il connaît le calcul. 4 petits bateaux contre 2 destroyers et un porte-avions? C'est pas un combat. C'est un suicide. Astérisque. L'échappée in extremis. Narrateur. 6h06, l'hélicoptère signale. Un navire brise la formation, il tourne. Puis un autre. Puis les échos s'estompent sur le radar. L'affrontement se dissipe. Lentement. Mais les canons américains restent chauds. Personne ne se détend. Tourner le dos, ça ne veut pas dire que c'est terminé. 6h07, le bateau numéro 23 fait un large virage. Il boucle vers le flanc sud du porte-avions. Confusion? Orgueil? Mauvaise communication? On ne saura jamais. Mais sur le radar américain, ça ressemble à une course d'attaque. Voix CC. Contact se rapproche rapidement. Cap 2110. Narrateur. Le Mason se place entre l'IC et le contact. Le lanceur crame tourne. Les trappes de missiles s'ouvrent. Un faux mouvement et cette histoire se transforme en une très courte guerre. Le pilote du Seahawk hurle. Le navire de tête est en train de passer dans le sillage du Mason. Distance, 1.5 texte 1000 nautiques. C'est quelques secondes en temps naval. L'officier du Mason est d'un calme terrifiant. S'il passe la barre des 1000 texte yards, tir d'avertissement. Alors que le bateau file, le Mason tire 2 fusées éclairantes vertes. Le signal US, dégagez maintenant. Aucune réaction. Et puis, le coup qui a failli tout faire exploser. Le tireur vénézuélien actionne la culasse de son canon. Un simple bruit. Métal contre métal. Capté par le micro-caméra du Seahawk. Voix pilote. Mouvement de bouche confirmé. Cible à 900 texte yard. Le capitaine du Gravely lève la main. Retenez le tir. Encore une seconde. 6h08, le patrouilleur vénézuélien vire brutalement à bâbord. Les moteurs hurlent. Il fait demi-tour, suivi par les autres. La formation est brisée. Le mot arrive, contact en retraite. Toutes les unités, arrêtez l'armement. Maintenez le traçage. 1 minute. C'est la durée qui a séparé une simple provocation d'une fusillade que personne ne voulait. Le vrai champ de bataille. Narrateur. 7 heures, la mer est vide. Les échos ont disparu. Le strike group maintient son cap, mais le combat n'est pas terminé. Il vient de se déplacer vers un nouveau champ de bataille, le politique. 2 heures plus tard, Caracas lâche une vidéo granuleuse. Leur patrouilleur file. La narration? Ils ont repoussé une incursion américaine. À Washington, le Pentagone dégaine des images satellites et les logs radars complets. La preuve? Ils étaient en eaux internationales, à plus de 80 text miles du Venezuela. La Navy parle de « fanfaronnade irresponsable ». Caracas parle de « défense de souveraineté ». Techniquement, les deux avaient raison. Et aucun n'était prêt à reculer. Ce qui s'est passé est clair. Les équipages vénézuéliens utilisaient des données radar côtières. Pas de capteurs en direct.
Leurs coordonnées n'avaient pas intégré le repositionnement de nuit du porte-avions. Dans les Caraïbes, un décalage de 30 miles transforme une patrouille de routine en confrontation totale. C'est ce que les officiers appellent le « threat mirroring ». Chaque camp interprète la défense de l'autre comme une agression. Narrateur. La vérité, les marines modernes reposent autant sur l'humain que sur la technologie. Un écho-radar mal lu. Une transmission mal comprise. Ça peut dégénérer en crise internationale avant même qu'on ait dit le mot feu. Les rapports officiels ont parlé d'une « rencontre de routine ». Les marins sur le pont ont appelé ça autrement. Le plus près qu'ils aient été de tirer à balles réelles en dehors d'une guerre. C'est la ligne est mince. Une fusée éclairante. Un mauvais verrouillage radar. Un commandant qui perd son sang-froid. C'est tout ce qu'il faut pour transformer une tension en une catastrophe. En mer, il n'y a pas de bouton replay. Quand vous vous engagez, vous vivez avec les conséquences. Alors, la question est pour vous, vous êtes sur la passerelle. Les alarmes hurlent. 4 bateaux foncent droit sur votre navire à 40 nœuds. Est-ce que vous retenez le tir et risquez l'impact, ou est-ce que vous appuyez sur la gâchette en premier? Laissez votre réponse en commentaire. Je veux voir comment vous auriez géré cette situation. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si l'histoire vous a captivé, lâchez un like, partagez-la avec un fan d'histoire navale et abonnez-vous pour ne jamais rater un débriefing quand la prochaine alerte maximale frappera l'océan. En fin de compte, la marine vénézuélienne n'a pas seulement choisi la mauvaise cible. Elle a choisi le pire jour possible pour oublier de mettre sa carte à jour. On se retrouve au prochain débrief.